Bonsoir et bienvenue pour le 7-8. Nous sommes le 13 décembre. Dans un instant, les principaux titres en images. Nous parlerons santé notamment, alors que la ministre Marisol Touraine vient de dévoiler aujourd'hui son plan de lutte contre les déserts médicaux. Mais tout d'abord, Alice Gastine. Bonsoir Alice. Bonsoir Wilfried. Comme chaque semaine, comme chaque jeudi, le point sur l'économie avec vous, ce sera dans une demi-heure. Oui, alors ce soir, à l'approche des fêtes de Noël, on va parler de la sécurité chez les commerçants du territoire, renforcement en dispositifs CRS, etc., mais aussi meilleur équipement des locaux pour éviter cambriolage et braquage. La chronique de l'écho dans une demi-heure à suivre. Voici les titres à présent en images, les sujets que nous allons développer. Les 10 ans de la maison médicale de Montigny-le-Bretonneux. Alors que la ministre de la Santé vient de présenter ses mesures pour lutter contre les déserts médicaux, les maisons médicales sont montrées en exemple pour désemplir notamment les urgences. En plateau, l'un des médecins à l'origine du dispositif. L'apprentissage, une formule qui fonctionne. Il en sera question lors de la page économie également tout à l'heure. Les 42 CFA des Yvelines ont formé 16 000 apprentis cette année. Un plan national va aussi voir le jour pour renforcer ces résultats. Les commerçants et leur sécurité, réunion organisée par la Chambre de commerce. Un système d'alerte SMS pourrait être mis en place. Les commerçants signaleront chaque incident sur un portail web sécurisé. Enfin, l'opération collecte de jouets proposée par Skibus, comme chaque année, le transporteur depuis 1996 l'organise. Cette fois-ci, 15 000 jouets ont été redistribués à une dizaine d'associations caritatives locales. Et puis cette information à vous donner, elle a été officialisée en milieu de l'après-midi. La commission départementale de coopération intercommunale s'est réunie en préfecture mercredi. Vous la découvrez, la carte des futures intercommunalités pour l'ensemble du département. La CASCI, communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ne modifie pas son périmètre. Pas d'entrée de nouvelles communes. On peut aussi noter que 2 intercommunalités se créent, celle de Plaisir, L'Éclay, Villepreux et puis également de Morpac-Coignières. Cette carte devait être arrêtée avant le 31 décembre. Ces périmètres ne sont pour certains que transitoires. Ils pourront encore évoluer dans le cadre de la loi du 29 février 2011 qui prévoit une clause de revoyure en 2015. On passe à la santé. Bonsoir, docteur Alain Jamy. Vous êtes le président de l'association des médecins des 3 villages à Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, la ministre Marisol Touraine qui a dévoilé un plan d'attaque en 12 points pour lutter contre les déserts médicaux, ces zones où les médecins ne s'installent plus. Parmi les mesures, je vais vous en donner les grandes lignes, puisque vous n'avez peut-être pas eu le temps d'en prendre connaissance tout au long de la journée. Vous étiez à l'université de Versailles-Saint-Quentin pour donner des cours aujourd'hui. Alors parmi ces différentes mesures, 100% des étudiants en médecine générale en stage dans un cabinet libéral, des praticiens hospitaliers aussi, principalement des spécialistes qui pourront venir travailler à temps partiel dans des structures libérales sans perdre pour autant leur statut de salarié, et puis des incitations financières aussi pour les premières installations. Votre avis sur les quelques mesures que je viens de citer, peut-être aussi ces 100% d'étudiants en médecine qui vont aller pratiquer des stages? Pour ce que j'en sais, ce que j'en connais, 100% des étudiants du DES de médecine générale font déjà leur stage en médecine générale. C'est vrai pour toute la France actuellement. Je pense que là, il y a une petite confusion avec peut-être les étudiants de 2e cycle pour qui, effectivement, l'ensemble des stages ne sont pas couverts, mais c'est en passe de le devenir et on n'est pas loin des 100% déjà, quoi. Déjà, les choses sont déjà engagées. En tout cas, votre avis tout de même sur ces réformes, ces discussions qui sont en cours? Est-ce que le gouvernement, sur cette question des déserts médicaux, peut réussir là où les précédents gouvernements ont échoué depuis maintenant une dizaine d'années? Je sais pas, moi, comme vous le disiez, j'ai pas eu le temps d'analyser l'ensemble des mesures qui ont été proposées aujourd'hui, donc je découvre avec ce que vous venez de dire. A priori, je pense qu'il est de bon ton, compte tenu de l'évolution de la démographie médicale sur l'ensemble du territoire, de prendre des mesures qui vont aller dans le sens du réinvestissement du champ qu'on a perdu ces 20 dernières années. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les déserts médicaux qu'on désigne un petit peu lointains dans des territoires plutôt à la campagne, plutôt dans des zones qui se désertifient également et qui perdent leurs habitants, vont bientôt rejoindre des zones qu'on n'a pas l'habitude de considérer comme des déserts médicaux. Ça concerne aussi le département des Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, voilà, sur les prochaines années. Tout à fait, et rapidement, quoi.
les 5 à 10 ans, je pense que l'ensemble du territoire sera considéré comme désert médical si effectivement les mesures appropriées ne sont pas prises. Avec vos confrères de Saint-Quentin en Yvelines, vous avez fondé en 2002 la première maison médicale de garde en France. Vous vous êtes aussi attaqué dans les Yvelines, mais c'était en tout cas Île-de-France, c'était une des premières en tout cas au niveau français aussi. Vous vous êtes attaqué à réorganiser justement aussi la médecine. Le chiffre de cette édition, 10 forcément, puisque c'est votre 10e anniversaire. Une maison médicale qui fonctionne bien. Vous allez nous détailler tout cela. Tout d'abord, nous allons revenir sur la soirée organisée la semaine dernière pour célébrer cette première décennie d'existence. Des images d'Élodie Moine. Regroupés en un seul lieu, des professionnels de la santé capables de prendre en charge les patients durant les heures de fermeture des cabinets médicaux de ville. Une idée portée au début des années 2000 par l'amicale des médecins des 3 villages de Montigny-le-Bretonneux. 2012, 10 ans après son ouverture, la maison médicale de garde veille sur 233 000 habitants de Saint-Cyr-l'École à Manille-les-Hameaux, en passant par Elancourt, grâce à 40 médecins généralistes volontaires. On avait une préoccupation éthique qui était celle de pouvoir rendre service à nos patients. C'est-à-dire qu'on avait une vision de ce que pouvait être la permanence de soins. À une certaine époque, il y a pas loin, 10-12 ans, on travaillait 36 heures d'affilée. Je veux dire, aujourd'hui, ça paraît complètement fou, mais c'est quand même ce qui s'est passé et ça paraissait normal tout le temps. À l'occasion de la soirée d'anniversaire de la maison médicale, Nicolas Abou, ancien médecin maire de la ville en fonction à l'époque, a rappelé ce qui l'a poussé à mettre à disposition des locaux de sa commune. C'était un peu moderne parce que on avait tendance à dire mais les médecins, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, la santé publique, ça relève des politiques. Et comme l'État n'assumait plus totalement, véritablement, cette dimension, il était important que les collectivités locales se prennent en main pour répondre à ce problème de garde qui devenait vraiment extrêmement dangereux. Reste que cette réussite suscite des convoitises. La maison médicale pourrait se voir imposer par l'Agence régionale de santé de couvrir un territoire encore plus vaste. Les médecins se disent inquiets, les élus partagent leurs craintes. Et si on rajoute de nouveaux patients, je crois qu'on va retomber dans les problèmes qui sont générés aujourd'hui au niveau des urgences hospitalières. Donc je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. La maison médicale est installée à proximité de la police municipale. Les patients ne peuvent y accéder qu'après un appel auprès du 15. Docteur Alain Jamy, on vient de vous entendre dans ce reportage. On va parler de l'avant-maison médicale. Avant l'ouverture de cette maison médicale, vos conditions de travail, d'exercice de la médecine, c'est presque inconcevable. Vous nous disiez combien d'heures de garde vous pouviez faire après avoir travaillé tout au long de la journée ? Si on mettait bout à bout une journée complète, une nuit complète, une journée complète, on avait 36, parfois 40 heures de garde de suite, donc d'activité où l'attention devait être soutenue. Et on considérait à l'époque comme normal qu'on puisse être médecin, soigner des gens, avoir la responsabilité de la vie de nos patients dans le même état au début de la prise de fonction jusqu'à la fin. En pratique, effectivement, c'est pas concevable et c'est plus concevable. Et aujourd'hui, cette maison médicale a véritablement permis de réduire cette durée du travail. Comment ça a été possible et comment fonctionne en fait la maison médicale de garde ? Alors, la maison médicale fonctionne tous les jours après la fermeture des cabinets. Elle fonctionne le week-end à partir du samedi à 14h et elle continue à travailler les jours fériés de 8h à minuit. Et à partir de minuit, il y a un relais qui est pris par d'autres médecins qui sont des médecins mobiles et qui assurent un nombre d'actes qui est plus limité, parce qu'on avait fait une petite étude à l'époque qui montrait qu'en fin de compte, le maximum des actes étaient réalisés l'été entre 8h et minuit. Et d'où l'idée qui nous était venue, parce que ça c'est une invention de l'association, de faire des tranches de 4 heures qui étaient à peu près tolérables, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'on a quand même toujours la journée de 12 heures oui, parce qu'en fait, voilà, concrètement, vous faites votre journée de travail et puis ensuite vous partagez les responsabilités de garde dans cette maison. Voilà, on est 45 maintenant médecins à se relayer dans la structure, et à partir de 8h, il y a un d'entre nous qui vient prendre le relais des cabinets qui sont fermés jusqu'à minuit. Après, c'est une autre association qui gère des médecins mobiles, mais là qui ont un terrain d'action beaucoup plus large et qui gère beaucoup moins de patients. Certains ne la connaissent peut-être pas, cette maison médicale. Alors on va continuer à expliquer comment elle fonctionne, puisque c'est son 10e anniversaire. L'idée aussi, c'était de sécuriser le lieu pour les médecins. C'était important de pouvoir exercer en toute sécurité. Tout à fait. Alors, c'était une des
problématique pragmatique du départ. Les gens étaient d'accord pour venir revisiter le système antérieur qui était devenu obsolète, qui avait justifié un certain nombre de grèves et de renoncements il y a 10-12 ans. Et dans cette revisitation, il y avait le fait qu'on puisse fonctionner sans préoccupation de sécurité. Je dois dire que sur Montigny, ce n'est pas une préoccupation absolument majeure, mais quand on nous a proposé d'être adossé à la police municipale, on s'est dit que c'était une proximité qui était agréable. Sont juste à côté, hein, voilà, c'est même le même bloc de bâtiment. C'est le même bloc de bâtiment et globalement, ça se passe très bien et on est très content que la police municipale soit à côté de nous. Bien qu'en 10 ans, on n'a jamais eu à déplorer quoi que ce soit. Il faut mieux prévenir. Ceci dit, que guérir, c'est pas un médecin que je vais le dire, mais voilà, c'était tout trouvé. Ça a été finalement assez facile de le mettre en place. Vous avez eu un très bon accueil des politiques. On a entendu Nicolas About qui était maire en place tout à l'heure dans le reportage. Ça a été facile parce qu'il y avait Nicolas About et qu'il y avait des gens locaux qui nous ont accompagnés, avec qui on n'a pas eu beaucoup besoin d'argumenter. En pratique, c'était un peu compliqué parce qu'il a fallu mettre en œuvre un certain nombre écrire des dossiers, monter des projets, etc. On a là aussi été largement aidé par les collectivités locales. Et c'est vrai que quand on met en perspective ce qui s'est passé ailleurs, oui, ça a été facile relativement. En pratique, on avait dans l'idée à l'époque ce qu'on avait monté pouvait être modélisant à l'échelon national. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on l'avait présenté. En pratique, aujourd'hui encore, on est les seuls à fonctionner comme on fonctionne dans l'ensemble de l'Île-de-France. Et j'entendais la responsable de l'ARS la semaine dernière. C'est que même en France, il n'y a pas beaucoup d'expériences similaires. Pourtant, c'est pris comme un modèle, justement. Aujourd'hui, le modèle que vous avez développé, mis en place, pourrait faire office de référence ? Oui, si les acteurs étaient les mêmes. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif pour ce qui se passe ailleurs, c'est que là, on a une conjonction d'événements, de rencontres, de cohésion, d'harmonie entre les médecins, les collectivités locales, enfin tous les gens qu'on a rencontrés, que, en gros, la tâche a été compliqué, parce que c'est toujours compliqué de s'attaquer à des paradigmes comme ça qui sont installés et figés dans le marbre depuis des décennies, mais relativement, ici, c'était quand même plutôt tranquille. Aujourd'hui, vous couvrez un bassin de plus de 230 000 personnes sur quelques 25 communes. Votre crainte, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est de voir ce bassin s'élargir de 25 communes. Avant que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes inquiet, on a tout de même posé la question à quelques Saint-Quentinois. Est-ce que vous connaissez cette maison médicale qui fête son 10e anniversaire? Oui, j'ai pas eu à faire, mais je sais qu'il y en a une. Mais je sais que ma fille emmène sa petite à une association où il y a plusieurs médecins qui sont réunis, oui, et il y a toujours une permanence. Oui, je connais les maisons médicales, surtout celle de garde pour le dimanche. J'ai déjà utilisé. En urgence le soir ou en fin de journée, il y a des horaires, je ne sais plus exactement l'horaire du soir, mais souvent la nuit, on peut avoir affaire à eux. C'est un endroit où on peut aller se faire soigner la nuit, par exemple, lorsque l'on a un souci et qu'on ne peut pas joindre son médecin de famille. Mais c'est comme un cabinet avec des médecins associés, mais il y a toujours quelqu'un, on peut toujours trouver quelqu'un. Et elle fait partie des habitudes, cette maison médicale de garde que vous avez mise en place. On parlait d'un bassin qui va s'élargir. Là, d'autres communes en ont entendu parler et seraient intéressées pour rejoindre le dispositif. Vous avez un bassin déjà large, je ne vais pas citer l'ensemble des 25 communes, mais il y a Saint-Cyr-l'École, Dampierre, Toussus également, ce qui est déjà un petit peu loin de Montigny-le-Bretonneux. Là, si ça s'élargit véritablement, comme le souhaiterait l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est une inquiétude, ça remet en cause la pérennité de l'ensemble? Oui, c'est une inquiétude, bien entendu, mais je pense que c'est le cahier des charges de l'ARS, c'est que tu as un cahier des charges qui est proposé et on va essayer d'expliquer en fait la problématique. Aujourd'hui, on a 25 secteurs qui regroupent un certain nombre de communes. Nous, on avait voulu quand même centraliser un peu l'action des médecins sur la ville nouvelle. Initialement, c'était à M3V, donc c'était Montigny-Voisin-Guyancourt. On a élargi parce que comme on a eu de l'aide également de la communauté d'agglomération, on a eu de l'aide de l'ensemble des communes de 50 ans de ville sont concernées, voilà. Et même au-delà d'ailleurs, puisque je citais Dampierre, Saint-Cyr aussi par exemple. Alors, rapidement, on est devenu incontournable parce qu'on était la seule réponse apportée aux patients qui téléphonaient au centre 15, qui est le centre qui régule les appels. Donc, éthiquement, on n'avait pas d'autre solution que de pouvoir répondre aux appels de gens qui étaient dans la difficulté, qui avaient des problématiques de santé, qui ne trouvaient pas sur leur territoire de réponse adaptée à leurs soucis.
Ceci dit, c'est clair que la vocation initiale, c'était pas d'ouvrir sur les 7 secteurs maintenant que l'ARS propose et de se retrouver avec une bande qui va d'un bout à l'autre des Yvelines. Ce sera bientôt la maison départementale de garde des Yvelines. Oui, tel que ça se profile. Oui, et puis sans compter que nous, on a une dimension qui est une dimension associative locale avec des capacités de gestion et des médecins qui, eux aussi, sont demandeurs de venir participer à ce qui se passe ici. Mais la gestion ne sera pas la même et la proximité, les rapports qui se sont établis entre les collègues seraient probablement pas les mêmes. Il y a un calendrier déjà qui est fixé pour cette mise en place éventuellement ? On y est. Et je pense que j'ai rendez-vous à l'ARS la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le président du conseil fédéral la semaine prochaine. Je pense que je ferai entendre le son de la voix des médecins qui se sont déjà impliqués et qui ont montré que ce qu'ils avaient mis en place était efficace. Donc vous serez fixé très rapidement sur le sort de cette maison médicale, si elle va ou non élargir son bassin ? On sera fixé rapidement et de toute façon, je ne crois pas qu'il soit aujourd'hui, pour les médecins qui sont impliqués, qu'il soit d'actualité qu'on puisse ouvrir à plus large que ce qu'on a mis en place jusqu'à présent. Merci, Dr Alain Jamy. La maison médicale de garde qui fête ses 10 ans. Et je rappelle que vous ne pouvez y accéder en tant que patient qu'après un appel au centre 15. C'est le médecin régulateur du SAMU qui peut vous y orienter. Merci à vous. Dans un instant, la fête juive des Lumières, c'est à Hanouka en ce moment. Un rabbin va nous en dire plus juste après la chronique de l'économie. Une demi-heure ce soir pour comprendre pourquoi l'apprentissage est un bon moyen de s'insérer dans le monde du travail, mais aussi pour voir que les commerçants s'organisent face à l'insécurité. Mais déjà, Noël approche. Solidarité avec ce reportage de Valérie Auribeau et de Guillaume Camps. La collecte des jouets distribués par Skibus est terminée. Les associations vont les redistribuer dans les prochains jours. Tout doit disparaître. Près de 15 000 jouets ont été collectés cette année dans le cadre de l'action organisée par Skibus depuis 1996. Les donneurs, c'est principalement dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles, avec toute une démarche pédagogique avant des instituteurs qui expliquent pourquoi il faut venir donner, pour les enfants, donner un jouet qu'ils ont aimé mais que maintenant est dépassé au niveau de l'âge. Donc ça, c'est une première collecte. Et ensuite, donc, on a aussi beaucoup de gens qui viennent donner directement dans le bus au centre commercial, donc ils vont acheter des jouets neufs. On a énormément de jouets neufs. Peluches, jeux de société, livres sont ensuite redistribués à 10 associations caritatives locales. Jouets de premier âge, poupées, DVD, ces associations font le plein avant de redonner elles-mêmes aux plus défavorisés. Au sein de l'association Bouche et Cœur, 150 enfants de 0 à 14 ans bénéficient de cette collecte de jouets. On a beaucoup de familles monoparentales, de messieurs tout seuls ou de gens avec des petites retraites. Et puis même des couples qui ont un petit salaire. On prend des jouets pour les petits, parce qu'évidemment on a des enfants de 0 à 13 ans, mais là on va prendre peut-être pour les plus petits. Cette année encore, et malgré la crise, les plus démunis pourront avoir un véritable Noël.